Donc hier soir, à 21h30, a eu lieu le match 1 entre Boston et Brooklyn. Énorme affiche, peut-être la série la plus attendue. Alors c'était un deuxième contre le septième. Boston est deuxième de cette conférence Est. Brooklyn s'est sorti du play-in. J'ai tendance à dire que c'est un faux septième, cette équipe de Brooklyn. Et au vu de ce qu'on a fait avec tout ce dont on va parler aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que c'est un faux septième, vu comment Boston a galéré à gagner ce match au buzzer beater sur un lay-up de Jason Tatum. En soi, c'est exactement les souhaits qu'on a quand on commence des campagnes de play-off, du spectacle, des joueurs haut niveau. Alors là, espérer un buzzer beater, ok, alors sur un lay-up, tout à fait inespéré. Ça a été le match qu'on attendait vraiment, tu le disais, c'est la série peut-être la plus attendue, et ça a été un combat, un chassé-croisé du début à la fin. Vraiment, moi, il y a plein de moments, je me dis, Boston va passer. Ah non, les Nets, ils vont passer là. Ah ben non, enfin non, Boston, c'est Boston. Et jusqu'au bout, jusqu'au dernier tir de Kyrie Irving, je me dis, non, c'est bon que les Nets, ils le prennent sur le talent, on connaît la chanson. Et boum, et finalement, derrière, t'as cette action, parce qu'on parle du layup de Jason Tatum, mais l'action en soi est incroyable. La présence d'esprit, la justesse des Celtics à ce moment-là, l'urgence défensive ridicule des Nets, et on reviendra là-dessus. Mais voilà, on a assisté à un grand match au début d'une série qui promet fort. Absolument. Quand on disait qu'on l'attendait, parce qu'il y a beaucoup de restats, il y a beaucoup de duels attendus, le Smart qui est dans le top 3 des meilleurs défenseurs de cette fin de saison, face à Kyrie Irving qui revenait à Boston, le KD face à Tatum, il y a tellement de choses, Robert Williams n'est pas là. Est-ce que Boston allait tenir à l'intérieur? L'avantage, c'est qu'en face, à l'intérieur, il y a Zer, on va pas se mentir. Non, il n'y a pas Zer. Par contre, ils ont le droit d'être meilleurs. Ah bah il y a Zer. Bah donc Azer. Non, il y a des gens qui ont des corps, qui savent faire traverser le terrain, et je pense qu'ils peuvent mieux se servir de leur corps. C'est pas ça, voir Zer. Ah bon? Ah d'accord. Donc un mec qui a de la taille et que tu mets sur un terrain de basket qui n'a aucun impact, c'est pas Zer pour toi? Tu veux qu'on en parle maintenant? Non, mais ça m'a étonné que tu dises ça. Bon, non, moi, ils ont pas Zer. Je vois juste des mecs intelligents qui connaissent leur métier et en face, Zer. Mais c'est pas ça, voir Zer. Zer, c'est que tu te retournes sur le banc, il y a toi et moi. Ah oui, il y a personne. C'est quand même une équipe NBA, quand même. D'accord, mais t'as André Drummond. Alors, pour ne pas le citer, t'as André Drummond. Et ce que fait hier André Drummond, c'est criminel. D'ailleurs, j'ai eu Ondelat au téléphone. Ils sont en train de faire en fait entrer l'accusé sur lui. Il était temps, d'ailleurs. Il était temps. Tu sais que c'est un documentaire qui dure depuis 3 ans. C'est ça. Il va le sortir parce qu'il y a toujours des trucs. Il sera en 4 parties. Fantastique. Bon, alors non, c'est évidemment pas sur ça que je veux commencer. J'ai envie qu'on commence sur Kyrie Irving. Il y a évidemment le match, il y a plein de choses dont on veut parler, mais Kyrie Irving, j'ai envie que tu me parles de son attitude, de ses gestes complètement déplacés vis-à-vis d'un public très 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 hostile, parfois peut-être qui dépasse la limite. J'ai envie d'avoir ton avis et d'avoir vos avis. Vous n'hésitez pas à nous appeler. Est-ce que c'est pas ce qu'on a envie de voir? Est-ce que c'est pas ça qui fait que d'un bon match de basket, ça devient quelque chose, en est une électricité, une tension qui rend ce sport-là exceptionnel? Moi, hier, ce que fait Kyrie Irving, le bras d'honneur, évidemment, qu'on peut pas valider, mais toute cette rancune mutuelle entre lui et le public. On se souvient quand même qu'il était venu embrasser le logo au milieu du terrain des Celtics quand il était revenu avec les Nets une fois après une victoire. Donc, il y a un vrai passif entre les deux. Il sort un match XXL, il est sifflé par un des publics les plus chauds de NBA. Moi, j'aime ce que j'ai vu hier. Ça m'a régalé. Alors là, et que ça soit Kyrie qui perde à la fin et que les Celtics gagnent, ça change rien à la chose pour moi. Je me suis régalé. Voilà. Tant qu'au bout d'un moment, il a parlé tout le match au public, hein, au lancer franc, et dans tous les coins du terrain, hein, et jusqu'à la fin dans les vestiaires où il lâche. Ce qu'on peut reprocher, c'est peut-être les insultes de Kyrie, où on se dit toujours que les joueurs doivent avoir un droit de réserve un peu plus. Tu peux répondre, mais comme il dit en conférence de presse, si c'est les playoffs, et voilà, et on est rentré dans ces playoffs là, et moi je suis désolé. Alors tu sais très bien que j'aime pas être démago, mais moi hier je me suis régalé de cette tension là. Et ça, non mais ça a rajouté, non mais je vais pas rentrer dans le feu, ça se fait pas. Il est millionnaire, il a pas fait ça au public. Ah non, moi non plus. Moi parce que dis-toi que les gens qui sont en courtside en général ils sont pas RSA non plus. Non. Mais moi je me suis régalé de ça et j'attends le match 2 avec impatience et le match 5 éventuel et s'il y a un match pour la qualif là-bas. Mais voilà quoi, on se nourrit de ça tant que ça dépasse pas les limites. Le vrai danger avec ça, c'est ok, on joue avec les limites, mais à un moment donné, si on dépasse les limites, on fait quoi? Parce que là, c'est pas si au deuxième match, à un moment donné, on est là, moi je dis, j'adore, force à l'attention, c'est bien. Mais qu'à un moment donné, il y a un mec qui l'insulte, que l'autre il réagit, et qu'il se bat avec un mec du public, on va dire, alors t'es content? Et là, on va dire, effectivement. Donc, la vraie question qu'on doit se poser, dites-moi dans le chat ou appelez-nous, c'est de se dire jusqu'où on peut laisser faire les choses. C'est une bonne question que tu poses. Moi, ce que je pense, honnêtement, c'est qu'il va trop loin. Faire des fucks au public et tout, surtout quand on parle de la NBA.
Dans le foot, on voit des Eric choses. Cantona le faisait en beach soccer, mais Voilà. Et c'est... en beach soccer, je l'ai vu de mes propres yeux à Marseille. Hein. Ouais, mais ils méritaient, les gens. Moi j'aime beaucoup la rivalité entre les deux. C'est exactement ce qu'on attendait. T'as tout dit, t'as absolument raison, et on est tous d'accord là-dessus. D'avoir des gens qui t'insultent à 1m50 là, en courtside ou juste derrière, ça doit être terrible à vivre, et t'as qu'une seule envie, d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit on a tous une limite, à un moment donné, bah oui, j'ai un peu dépassé la limite. Le problème, c'est que quand tu fais des fucks, quand tu dis suck my dick là, à la fin, je trouve que tu te mets en position pour mettre en péril ton équipe. Et là, on n'est plus dans le même délire. C'est normal d'avoir ce répondant. Tu fais des chutes, tu mets des gros tirs. Il l'a fait toute la soirée, il met 18 points dans le dernier quart. Il est exceptionnel, franchement, il est là, il met des tirs. Tu fais, ah ouais, il est trop fort. Faire des chutes, faire des trucs, des gestes, ok. Mais de passer cette limite, donc des fucks et des insultes, parce que c'est ça, pour moi, il a perdu. Et le public a gagné. Quelque part, le public de Boston est rentré dans sa tête. Alors, pas du point de vue, tu sais, il fait un mauvais match, mais dans le point de vue où il se met en danger, et s'il se prend une amende, ça c'est sûr, voire une suspension, parce que la NBA, on n'aime pas trop ça, hein, et tout le monde l'a vu. Hein. Quand tu répètes tes gestes une fois, deux fois, et après tu dis le suck my dick après, dans les vestiaires, on est tous en attente de la décision d'Adam Silver et de son équipe. S'il se fait suspendre pour le match 2, qu'est-ce qu'on dit ? J'espère que la NBA va l'appeler pour lui dire, écoute, on va te mettre une amende. On veut plus un geste. Voilà, je te le dis, pour l'intérêt sportif, on va pas te suspendre. On va te mettre une amende de 50 000, parce que tu la mérites. Par contre, chef, maintenant, plus rien. Tu veux plus un geste qui sort des limites. C'est la NBA qui fait, ils font des trucs comme ça. Je sais pas. Nico arrive dans 15 minutes. Ah, super. On va lui poser la question parce que on a l'impression que la NBA, tu sais, il lance des trucs. Mais là honnêtement, après, c'est une équipe quand même, c'est une ligue quand même qui est beaucoup dans le spectacle et tout. Quand on voit le match de Kyrie hier, et c'est terrible, ça me fait presque mal au cul de commencer cette vidéo sans parler de la performance sportive de Kyrie Irving qui a été. Putain, mais merde, quoi. Mais qu'est-ce qu'il m'a régalé, mais derrière. Tous les acteurs m'ont régalé, la plupart en tout cas. Mais en tout cas, voilà. On s'est régalé de ce match-là. Ce qui est sûr, c'est que tous les matchs ne peuvent pas être à la limite comme ça, parce qu'il y a des mecs qui le disent dans le chat, ils ont raison. La limite, parfois, ça peut amener, et on l'a déjà vu, alors aujourd'hui, peut-être la sécurité, c'est Détroit, Indiana. Ça n'arrivera jamais jusque-là. Ça n'arrivera jamais jusque-là, mais mec, moi, quand je vois les gens en courtside qui, ça, je sais pas comment ils font, qui froidement insultent des mecs qui sont à 1m2, ils se retournent, ils mettent une tarte à un mec. Qui va arrêter ? Alors après, les gens vont arriver pour séparer, mais le temps qu'il arrive, il y aura eu ce mauvais geste. Et personne, par contre, n'a envie de voir ça. Donc, on est les premiers à aimer la tension, le chute au public, les fermes de gueule, chatavagana. Mais la limite, j'espère que... Et j'ai eu l'impression, en conférence de presse, que la manière dont Kyrie est revenu sur son match-là, sur son match avec le public, j'ai senti un mec qui dit « Mais c'est le jeu, c'est dans les playoffs. » J'ai pas senti... Et ça m'a un peu rassuré. Je sais pas ce que t'en penses. Mais en tout cas, la conférence de presse de Kyrie après match m'a... Il était redescendu, ça se voyait. Voilà, c'est bien, il perd au buzzer et tout. Il y a moyen, tu sais, quand il te fait chambrer par le public, tu perds au buzzer, il y a moyen de mettre 3 jours à s'en remettre. Hein. Il était redescendu, voilà. Il disait, écoute, ça fait partie du jeu, on s'aime pas, je les aime pas, ils m'aiment pas. Vas-y, on va faire avec. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Maintenant, j'espère, toujours pareil, mettons la limite, j'espère que la NBA va l'appeler pour dire, chef, piano, prends ton amende, mais par contre tu joues, mais c'est un cadeau qu'on te fait. Ok, très bien. On va accueillir notre premier auditeur, s'il vous plaît, les amis. Monsieur Terry. Comment ça va, Terry ? Ça va très bien, et vous ? Bon, ça va super. Alors, il paraît que t'es fan des Nets. Alors oui. Donc je sais pas si mon avis va être complètement objectif, mais ouais. Ton avis va être intéressant, ça y a aucun doute. Et j'ai envie justement d'avoir ton avis, parce que nous, on est plutôt, hors de tout ça. On a donné un peu chacun de nos avis. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du comportement de Kyrie Irving vis-à-vis du public hostile de Boston ? Alors, moi, je suis un peu d'accord avec vous deux. Je suis un peu partagé entre vous deux. Moi, alors pour le côté intéressant, c'est que pour moi, Boston a fait la plus grosse erreur en chauffant Kyrie Irving. Je pense que c'est une très mauvaise idée d'avoir fait ça, parce que Kyrie Irving énervé en play-off, on a déjà vu ce que ça a donné, et je pense qu'ils vont le regretter. Déjà, on a vu qu'à chaque fois qu'il est US, ça le chauffait, il l'a dit lui-même. Il a mis 38 points, il est à 60% au tir. Je pense qu'ils vont passer une mauvaise série maintenant. Après, je suis un peu d'accord avec toi, Thomas, où on regarde les playoffs pour ça. On regarde pour avoir de l'attention, pour que... C'est ça les playoffs. C'est par exemple l'exemple tout bête de Butler et Trayon qui se chauffent aussi. On regarde ça pour ça. Par contre, oui, je suis d'accord un peu avec toi, Thomas. Les fuck, suck my dick, etc., c'est peut-être un peu trop loin. Mais si ça reste à cette limite-là, moi, perso, c'est un peu borderline, mais je trouve ça bien. Ça rajoute du show. On va pas se mentir, on regarde ça pour ça. Et ouais, là, ils l'ont mis on fire.
Et je suis ultra content, parce qu'avec un Kyrie Irving comme ça, et après on parlera sûrement de KD un peu plus tard, je pense qu'il y a moyen qu'on passe, quoi. Bah, alors, c'était une question suivante. Toi, t'es fan des Nets. Tu perds sur une action rocambolesque au possible, hein, le tir de KD. Le fait que Boston ne prenne pas de temps mort. On sait que les Warriors sont adeptes de ça. Avec laisser jouer Curry pour que la défense ne puisse pas se mettre en place. C'est exactement l'action qu'ils ont voulu faire. Que Jaylen Brown, qui peut clairement forcer un tir à 3 points, décide de kick pour Smart, qui fait une action smart, c'est vraiment le mot à dire. La feinte, il a un tir ouvert. Il voit Tatum, qui lui aussi fait cette coupe incroyable. Normalement, dans les dernières minutes, il n'y a personne qui coupe. Il n'y a personne qui coupe. Tout le monde est là à attendre la balle parce qu'en plus l'écart était fait. Hein. Derrick White était tout seul dans le corner. Tu avais donc Tatum qui aurait pu rester. KD qui s'endort complètement sur sa défense. Et on se retrouve avec une passe sur une coupe. Ce spin move fou de Tatum dans un timing parfait. Ce lay-up. Moi, j'ai la sensation quand même que... Alors, on aime bien dire ça sur les premiers matchs, mais que les Nets ont laissé passer leur chance. Je dis pas qu'ils vont pas prendre le match 2, parce que moi, c'est plutôt mon pari. Enfin, c'est plutôt vers là que je vais. Mais je me pose la question, si j'avais été fan, est-ce que ça t'a pas rassuré sur le niveau des Nets, sur tous les aspects et tous les doutes qu'on pouvait avoir? Toi, Terry, hein, bien sûr. Alors après... moi, ça m'a rassuré parce que, encore une fois, avec un KD à 37% au tir et 20% à 3 points, ça n'arrivera plus. Je pense qu'en plus, il est il est un petit peu haineux, le KD. Il a dû voir sa feuille de stats. Ils ont perdu de 1 point. Je pense qu'il va l'avoir mauvaise. Et c'est terminé. Faut pas compter sur un KD comme ça, surtout qu'à la fin de match, ils ont commencé à doubler Kerry parce qu'ils ont compris qu'il était complètement de fire. Terry, Kevin Durant, avec un seul joueur. Terry, c'est intéressant ce que tu dis. Terry. Après, pour parler de frère, il m'entend pas ou quoi? Bah, il va au bout de non, mais là, c'est intéressant ce que tu dis sur Kevin Durant, donc c'est pour ça que je me permets de te couper. Pour te relancer, c'est moi qui m'excuse. Kevin Durant, il rate pas son match, il rate pas des tirs ouverts. C'est pas un Avenger. Il va pas prendre une potion magique et se dire. Là, pour moi, il va falloir qu'il trouve des solutions collectives, le père Durant. Parce qu'on a vu 1, 2, 3, voire 4 mecs dans ses appuis, défendre, tenir les duels et lui dire « Gros, ta soirée, ta série, ça va être très, très compliqué. » Et moi, je pense que Kevin Durant, c'est pas juste à l'orgueil qu'il va pouvoir s'en sortir. Ah oui, non, mais c'est clair. C'est, pour moi, ça, quand je parle de KD qui est à ce pourcentage-là, en fait... il a pas besoin, enfin si, il a besoin de prendre beaucoup de tirs, mais pour moi, il sera plus propre quoi qu'il arrive. Il aura une prise à 2, voire 3, des fois ça arrive. On a des personnes qui peuvent punir, on a cette Curry qu'on doit utiliser beaucoup plus souvent. D'ailleurs, ça m'a plu qu'en début de match, cette Curry a été utilisée beaucoup plus parce que, enfin voilà, c'est quand même le sixième meilleur tireur à 3 points de la ligue. À 2 points, je pense que c'est très correct aussi quand il est à mi-distance. On a des mecs pour punir, sauf Goran Dragic qui me rend fou quand j'en ai marre de le voir. Enfin bref. Et du coup, on a des mecs pour punir. Et pour parler de Steve Nash, Thomas, moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec les rotations de Steve Nash sur cette régulière. Je suis pas ultra fan de ce qu'il propose. Et pour la fin de match, moi j'ai pas compris. J'ai vu que du coup le shoot a été raté. Bon bah ça arrive, voilà. Et je vois pas de temps mort. Et je vois sur le terrain Goran Dragic. Enfin. On a des défenseurs, enfin, j'aurais préféré voir Kessler Edwards déjà rentrer, positionner une défense, dire voilà, de construire au moins un système plutôt que laisser ça comme ça et que tout le monde soit perdu. Et on l'a vu. La défense a été complètement décimée. Il y avait White tout seul à 3 points. Comme tu as dit, Thomas, Tatum qui fait une coupe en plein milieu. Enfin, il n'a pas porté ses balls pour moi, Nash, et j'ai peur de ça. J'ai pas peur que KD se restabilise et que il distribue comme il faut quand il sera pris à 2. Il y aura Kyrie sur le côté, il y aura Seth Curry, il y aura à l'intérieur aussi, on a 2 bons. Drummond et Claxton peuvent très bien punir, il faut les servir un peu plus souvent. Quand ils sont servis, c'est toujours du bon taf. Mais par contre, Steve Nash me fait peur. Dans ses choix, il me fait un peu peur. Mais alors, je te trouve dur avec Dragic et le chat est d'accord. Pour moi, il fait un vrai bon match. Mais Steve Nash fait du Steve Nash. Il ne coach pas. C'est un plagiste. C'est un coiffeur pour dames. Il vient, il est bien coiffé. Ce garçon-là ne coach pas. Et la dernière action, et Thomas, j'aimerais, avec Terry, qu'on revienne sur cette dernière action. Smart joue très bien le coup, mais il y a ce tir de KD très dur et la défense de Jason Tatum. Pour moi, plus que la défense de Boston est incroyable. Mais plus que le dernier tir de KD qui rate, c'est la défense de Jason Tatum qui est exceptionnelle. Et
on découvre au grand jour, parce qu'on l'a vu en saison régulière, mais on découvre au grand jour qu'aujourd'hui, Jason Tatum est officiellement un two-way player de très haut niveau. Donc, il y a ce tir raté. Derrière, il y a Jaylen Brown qui part sur le elbow à gauche. C'est bien défendu. C'est bien défendu. Et là, derrière, il y a cette passe. Et là, quand on passe nos vies à dire, ouais, il n'y a pas d'option défensive. C'est quoi une option défensive? Une option défensive, c'est exactement dans ce genre de situation qui fait quoi. Et là, sur la passe de Jaylen Brown, qui est plutôt bien défendu, il y a une passe donc arrive à Marcus Smart. Et là, tu as deux mecs, donc Bruce Brown Jr. et Claxton, mais qui font un close-out ridicule. Ils se jettent complètement. Si tu as des options défensives qu'à l'entraînement, tu fais la ligne de fond, le mec qui drive, le duel est tenu sur la base, c'est toi qui vas, c'est toi. Là, on a vu urgence. On a vu des mecs en fait qui ne se sont jamais retrouvés dans cette situation, même à l'entraînement. Et ça s'est vu. Et ça s'est complètement vu. Marcus Smart, qui joue très bien le coup, il voit deux mecs cinglés arriver sur lui. Il dit OK, qui saute. Kevin Durant, il fait même pas un pas pour aller faire une rotation. Il y a une coupe qui est arrivée parce que t'as deux mecs qui ont fini dans les tribunes. Genre, il dormait, il regardait l'action. Et donc, pour moi, la dernière défense, même si elle est excellemment bien jouée de la part des Celtics, la dernière défense des Nets, c'est la preuve ultime que Steve Nash est un plagiste, qu'il n'y a pas une rotation. On est au mois d'avril, hein. Au mois d'avril, les rotations, tu les connais. En plus, l'action, c'est un truc de centre de formation. Drive baseline, bien tenu, ballon à l'opposé. Normalement, t'as un mec qui rotate, un mec qui vient à l'opposé. Mais là, ils ont fait n'importe. Je sais pas si c'est, tu vois, c'est un argument de dire que c'est de la faute de Steve Nash. Ce que je veux dire va aussi dans ton sens parce que c'est aussi la faute du coach. Mais pour moi, c'est une inconscience collective de dernière seconde. Peut-être que c'est les rotations, c'est sûrement les rotations, t'as raison. Pour moi, j'ai juste vu une équipe qui n'était pas du tout passée, qui n'a pas du tout fait sa transition défensive. On a joué au basket, il y avait des entraînements, des échauffements, des trucs, des machins, où le but, c'était d'assurer les transitions. Donc quand je dis une transition, c'est tu es en attaque, tu fais la transition pour être en défense. Changement d'état. Et gérer, changement d'état. Et moi, j'ai vu une équipe, là, sur les 10 dernières secondes, qui n'a pas du tout fait sa transition défensive. Alors, peut-être parce qu'il n'y avait pas assez d'entraînement et que... de principe et ainsi de suite, peut-être. Après, c'est des joueurs NBA, gros. Moi, je veux bien que tu me dises que c'est des principes. Moi, je vois des mecs qui font n'importe quoi. KD, ce qu'il fait, ça n'a rien à voir avec Steve Nash. Il s'est endormi, KD. Donc, les mecs qui sautent comme des fous, ça n'a rien à voir avec Steve Nash. Ils se jettent comme des fous, ils font n'importe quoi. Je suis pas tout à fait d'accord. Mais parce que je te dis pas que t'as tort, je peux aller dans ton sens. Mais pour moi, l'urgence de la situation, elle s'est fait sentir parce que collectivement, il y a aucun des mecs qui a compris que là, il va falloir un stop, il va falloir tenir son mec, il va falloir truc. Si c'est la faute du coach, peut-être, mais c'est aussi la faute des joueurs. Mais évidemment. Ah ouais, évidemment. Non, mais on est d'accord. De toute façon, tout est lié. Et de toute façon, je te le dis depuis le début de l'année. Je te le dis même quand on a fait nos braquettes, parce que c'est vrai que moi, j'ai mis les Nets champions. Bon, mais en me disant, et par contre, en disant que cette équipe-là ne veut que gagner par l'attaque. À partir du moment où KD, hier, moi, je le vois, rater le tir, rebond clean pour les Celtics, pour moi, le match était déjà perdu. Et la preuve en est... temps mort, non? Non, même pas. Le match... temps mort, ça change tout, c'est un temps mort. Parce que là, la transition de l'État, il y a un temps mort. Peut-être. Tout le monde y va. Moi, pour défendre, ce que je veux te dire, c'est que cette équipe-là, elle s'est retrouvée avec 10 secondes à jouer. Il y avait une espèce de transition où je te dis où la première intention est plutôt bien défendue. Bah ouais. Mais cette équipe-là, elle aurait dû faire un stop collectif, même si c'est sur une transition défensive. Pour gagner un match de playoff à Boston, elle aurait dû faire une transition défensive. Elle ne l'a pas fait. Les Nets gagneront une série de playoffs, le titre NBA, la conférence Est, peu importe, ne gagneront les playoffs que par l'attaque. Il y a un écho catastrophique dans mes oreilles. Que par l'attaque. Ça ne marchera que par l'attaque. Bah, en fait, là, je te rejoins, c'est que les Nets auraient gagné ce match si la situation avait été inversée. Si c'était eux qui avaient pris ce rebond, si c'était eux qui n'avaient pas pris le temps mort, si c'était eux qui avaient cette dernière attaque. Et c'est vrai, t'as raison. Terry, est-ce que t'es d'accord avec ça? Est-ce que tu es là, Terry? Tu es toujours là, mon ami? Je pense que vu le que pourquoi ils n'ont pas pris, ils pouvaient pas prendre temps mort Steve Nash quand les Celtics avaient le ballon. Moi je parlais d'eux avant. Je sais pas si quelqu'un à la télé. Attends, Terry. Ils sont un score serré. Attends, Terry, Terry, tu m'entends? Il stabiliser, de prévoir après la défense d'après. Terry, tu m'entends? Tu m'entends, Terry? Tu m'entends? Ouais. Ok. Il y a quelqu'un qui peut-être a une télé ou un truc.
D'accord. Ouais, j'entends du bruit derrière. D'accord. C'est Nico. Alors c'est Nicolas Batum qui va nous rejoindre et qui a visiblement regardé Les Anges de la télé-réalité ou quelque chose d'autre, donc qui va pouvoir nous parler. C'est pour ça qu'il y avait du bruit. Ok, très bien, il n'y a pas de souci. Terry, je vais te reposer la question parce que là je crois qu'on est au calme. Polo, tu me dis si Nico est là et on le prend. En attendant, Terry, tu peux recommencer Ouais, parce qu'on n'a pas, on n'a pas entendu c'était le début. Ouais. intéressant. Reprendre du début, ouais. Non, ouais, je disais que quand je parlais du temps mort, c'était l'action d'avant, quand on avait le ballon, pour pouvoir restabiliser, honteuse etc., et action. construire quelque chose et de pas laisser ça comme ça. Après, enfin, on n'en a pas parlé, je compte pas trop dessus, mais il y a des rumeurs d'un retour de Ben Simmons. Est-ce que ça pourrait nous aider en défense sur des rotations, etc. Je Peut-être. sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être une bonne chose s'il revient sur un Game 3 ou un Game 4. J'espère que ce sera pas trop tard, mais Il aura sûrement une influence. Tu te souviens, dans les previews, moi je t'avais parlé d'un truc. Pour moi, la clé des Nets, c'était pas tant le niveau des deux, parce que tu vois, même si KD fait pas un bon match, il est quand même à 23 points, il est pas à 8. Et il met des gros tirs. Et il met des tirs à la fin du match. oui. Moi, pour moi, la vraie bascule, c'est comment vont se comporter les seconds couteaux. Et je parlais de Bruce Brown Jr. et d'André Drummond, qui avaient été très bons contre les Cavs. Dominants même, tous les deux. Bruce Brown Jr., 37 minutes, 5 points, moins 13 déval, 3 tirs tentés. Drummond, 17 minutes, moins 13 déval, 8 points, 4 rebonds. La gestion des fautes. Alors, Claxton était largement meilleur. Il a 4 fautes dans le deuxième quart-temps. Après, c'est un cinglé. Ah ouais, non, c'est mais un match sur deux. Hey, Drummond, c'est une action sur deux. Alors, en fait, lui, pour s'échauffer, faut qu'il conjugue des verbes du premier groupe. Tu vois, je mange, tu manges, c'est... Trop tard. Oh non, Nico, il n'a pas le droit, Nico. Donc, Nicolas Batum est avec nous, on vient de le voir. Et Nicolas Batum, donc, souffre. Mets ton paysage, Fada. Ah ouais, il fait beau là-bas. Hein. Ah, c'est chez lui, ça. Putain. Super, Nico. Impeccable. Ça va? Ouais, et vous? Écoute, tout va bien. On sort d'un super week-end de NBA. Ah, vache, il fait beau, hein, Los Angeles. C'est comme. Mais c'est Helsinki, par contre. Hein. Ouais. Ah Ça ouais. va, on se plaint pas ici. Ouais, bah tant mieux, écoute. Si tout roule pour toi. Tu as pu regarder les matchs après ton élimination de ce week-end? Franchement, j'ai regardé. Non, j'ai regardé les highlights, mais j'ai rien regardé hier. Ok. Est-ce que tu as vu le Brooklyn Boston? Est-ce que tu as surtout vu sa dernière action? Je suis sûr que tu l'as vu en vrai. Mais... Ouais, j'ai vu, ouais. Bah oui, je vais regarder, oui, j'ai vu les résumés hier, ouais. J'ai vu ça hier soir. Et parce que là, quand j'ai connecté, vous parliez de ça justement là. Ouais. Alors justement, je voulais avoir ton avis. Parle-nous un peu de cette dernière action. Erwan disait que Erwan pensait que les principes de Steve Nash, comme ils n'existent pas défensivement, c'est pour ça qu'ils font n'importe quoi. Moi, je disais, et j'allais aussi dans le sens d'Erwan, mais je rajoutais aussi que collectivement, ils ont fait n'importe quoi. Dans la transition d'état, ils ont les mecs qui sautent, KD qui s'endort et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu as pensé de cette dernière action, très mal gérée par les Nets? C'est plus vu dans comment Boston a très bien joué surtout. C'est que tu vois la différence entre la possession défensive qu'ils font avant Boston là. Et je trouve que Derek White était très intelligent et Jaylen Brown aussi parce que, comment dire, Derek White, il voit la mismatch en gros. Il voit que c'est Dragic qui est en transition sur Jaylen Brown et sur un close-out. Dragic n'a 3% de chance de stopper Jaylen Brown. Donc qu'est-ce que fait Jaylen Brown? Il drive direct baseline. Il provoque le décalage tout de suite et il fout la merde dans la défense. Et c'est là où il est très intelligent. C'est Jaylen Brown qui fait toute l'action dès le départ en attaquant Dragic. Et après, décalage est fait, il ressort. Après, on voit la suite. Mais en fait, je pense que Brooklyn ne peut rien faire d'autre. Le truc où KD se fait avoir dans le couple dans le dos, mais le close-out de Clarkson là, et de Bruce Brown. Marcus Smart. J'allais Serge là. Brown. Ouais, Brown Jr. Ouais. Il saute à deux dessus. En fait, quand dans les situations normales, là, c'est ce qu'on appelle les situations d'urgence. De toute façon, là, il n'y a plus de principe. Il n'y a plus de principe. C'est même dans toutes les équipes NBA, c'est très compliqué de bloquer parce que le décalage est fait par Brown sur Dragic depuis le début. Vraiment, Nico, il n'y a plus de principe sur ça avec deux mecs qui finissent dans les tribunes sur un close-out. J'ai l'impression que justement, que Dragic, il défend pas mal la première intention de Brown et que derrière, même si mais quitte à sauter parce que l'urgence, ils y vont à deux. KD, il est statique. Enfin, je me dis que si à l'entraînement, tu bosses un peu ça, enfin, tu vois, moi, je les ai vraiment trouvés perdus. C'est pas que tu peux pas bosser ça, c'est que bosser une situation défensive. Là où, alors je sais pas si c'est des temps morts ou pas, donc ce que fait Udoka pour prendre des temps morts, c'est très bien joué parce que du coup, ils se mettent pas en place. S'il y a temps mort, Brooklyn se met en place, c'est différent.
mais ils se mettent pas en place. Et situation d'urgence, décalage, et ils attaquent la mismatch la plus faible directement. Donc c'est bien joué en attaque. Je pense pas que Brooklyn peut se faire mieux. C'est l'état d'urgence. Je pense que beaucoup d'équipes auraient fait pareil, malheureusement. Mais ce que tu as en décalage, ils sortent sur le closeout, parce que Marcus Smart, c'est quand même une chance de prendre le tir quand même. Clairement. Ils sortent à 2, ça en vaut mieux qu'ils sortent à 2 que pas du tout d'un côté. Donc ça se trouve, il peut dire moi j'y vais, tu vas pas, puis il saute à 2 sur Marcus Smart. Mais il aurait pu pas y aller et puis prendre un 3 points quand même. Donc c'est difficile à dire. Je pense qu'à l'attaque qu'ils font aussi avant est un peu cata. Ouais, clairement. C'est ce qui les met aussi dans le rouge pour la défense. Nico, il y a Frédérico dans le chat là, il dit on ne laisse pas un lay-up en play-off, c'est la règle. Alors, sans te demander est-ce qu'il y a une règle, mais. Dans la situation, après, il y a des situations aussi quand tu es sur le terrain dans un moment comme ça. Tu laisses pas un lay-up en play-off, c'est vrai. Mais l'action est très bien jouée. Mais ils ont bougé la défense, ils ont swingé, ils ont feinté, ils ont coupé. Tout le quatrième quart-temps. Tu peux pas tout arrêter. Hein. Alors moi je veux bien sur cette action de fin, allez pourquoi pas, et encore, mais moi le Money Time il se lance très tôt dans ce match-là, il y a un vrai chassé-croisé. J'ai été outré du nombre de lay-up qu'ont accordé les Nets aux Celtics. Lancer franc de Claxton, lancer franc raté, rebond, lay-up. C'est incroyable comme cette équipe-là n'est pas intéressée le moins du monde par faire des stops. On gagnera que par l'attaque. Écoute, ils sont pas loin de le prendre hier, ceci dit, mais j'ai été quand même choqué en play-off, dans un match dur comme ça, à l'extérieur, de donner autant de paniers faciles à l'adversaire. Erwan, on va dire merci à Terry de nous avoir appelé. Merci Terry, c'était très intéressant. Merci à vous. Merci. Et bonjour Nico. Ciao. Ciao. On va accueillir un autre homme, un autre gars, Yvan. Salut Yvan, comment tu vas, cher ami? Eh bien, bonsoir. Est-ce que ce serait pas Yvan le Bollock? T'imagines? Non, mais j'ai pas Max Zantia, donc ça va. Bravo Yvan. Erwan allait sur un sujet qui me passionnait. Il parlait justement du manque de dissuasion. Ça faisait partie des gros doutes qu'on avait sur les Nets. Et toi, tu avais envie de parler de l'importance de la défense dans cette série. Alors, pour le coup, la défense est importante dans toutes les séries. Mais dans cette série, avec Brooklyn, qui joue tout pour l'attaque, ça devient un sujet primordial. Alors raconte-nous tout. Pour moi, de toute façon, c'est la défense qui fait gagner les titres, dans tous les cas. Et je pense que Nico sera pas le dernier à me dire ça. Enfin, à me contredire. Mais pour moi, j'avais fait pas mal de débats avec des potes, etc., en disant que les Nets, si les Celtics restaient sur cette dominance d'être aussi bon en défense, jamais il pourrait gagner justement cette série-là. Parce que si vous regardez bien la dernière action, après c'est facile de dire, mais je l'ai vécu et un peu plus dur, mais sur la dernière action, ils prennent pas le temps mort. Enfin, ils font une très bonne défense. Derrière, ils prennent pas le temps mort. La défense, KD est à peu près bien placée. Kyrie essaie de se démener. Brown va essayer d'aider en prise à 2, si je me souviens bien de l'action. Et derrière, ils sautent tous les deux avec Claxton. Et derrière, il y a le petit lay-up de Tatum. Alors que je pensais vraiment qu'ils allaient la donner dans le corner à White. Mais pour moi, si les Celtics gardent cette intensité défensive, ils peuvent battre les Nets 4-2. Ça fait 6 mois à minima qu'ils ont cette intensité défensive. Et je les ai même trouvés peut-être encore plus intenses sur ce premier match des playoffs. Ils sont mis au niveau des playoffs. Oh la vache! Ils sont passionnants à suivre défensivement. On a loué pendant des années le système Spoelstra avec le Big Three à Miami. Défensivement, c'était incroyable. Il y a d'autres équipes dont on va parler ensuite qui défensivement nous font une très bonne impression, mais vous avez raison de dire que. Et c'est une question que je vais vous poser, je vais te la poser, Nico. Est-ce que la défense des Celtics ne permet pas aux Nets de développer quelque chose en attaque? Ou est-ce que vraiment les Nets, qu'on a vu plutôt bien en attaque sur la diffusion et tout contre les Cavs au play-in, c'est un choix du coach de ne pas mettre plus de choses en place? Nico. Quand tu as deux joueurs de talent comme les leurs, Kyrie et KD, t'as pas forcément besoin de mettre énormément de choses en place. Et ce qui me fait peur à Brooklyn, c'est vraiment les role players, parce que comme j'ai entendu tout à l'heure,
KD fera pas 2 matchs de suite comme ça. Ça, c'est sûr. Mais c'est comment les autres vont step up dans cette rotation parce que les équipes sont prêtes. Ils sont préparés sur tous les systèmes. Ils sont préparés. Donc, ça va être de plus en plus ciblé sur Kyrie et KD. Donc, maintenant, c'est comment les autres, et comment, on remarque que tu as un peu raison, c'est comment le Steve Nash et son staff vont faire en sorte que les autres soient, embarqués là-dedans pour qu'ils soient bons, qu'ils puissent peser. Parce que quand tu as 2 joueurs de qualité, moi, quand je jouais les playoffs de l'année dernière, quand je jouais avec les deux, c'est là où tu as été bon, c'est comment nous, on nous a mis en place, nous les autres, pour peser, pour les libérer encore plus. C'est vrai que c'est important que les autres, en fait, fassent tout ce qu'ils peuvent pour enlever cette pression de Kyrie et KD. Et j'ai un peu des doutes là-dessus, malheureusement, pour Brooklyn, sur cette série. Erwan, alors je me replace de l'autre côté. Je parlais de la défense des Celtics qui nous a impressionnés. La défense des Nets ne tient à pas grand-chose. Ça, c'est une impression. Tu parlais tout à l'heure du manque de dissuasion. Je te disais qu'ils avaient zéro à l'intérieur. Tu me disais qu'ils avaient des gens, mais qui visiblement ne sont pas au niveau. Nico Claxton a été bien. Mais après, oui, avec ses défauts, voilà, il a été bien avec ses qualités, ses défauts, et puis ça reste un gamin. Et moi, dans des contextes comme ça, vous voyez des gamins de 22 ans sur des postes de pivot. Par contre, il y a un mec qui a été 2 fois All-Star, qui est censé être un adulte, même si j'ai l'impression qu'il a quand même le QI d'un enfant de 9 ans, qui a déjà redoublé 3 fois. C'est André Drummond. Comment tu peux te retrouver à 4 fautes dans le deuxième quart-temps avec prendre ta 3e sur un rebond loin ou que tu n'as pas, aller mettre un coup de machette et tout. Et au bout d'un moment, lui, va falloir qu'on lui dise, on va pas avoir besoin de 20 points, de faire du Hakeem Olajuwon. Mon grand, fais du cercle à cercle. Cours, reste sur le terrain le plus longtemps possible. Parce que mine de rien, ça reste un grand. Mais il fait des choses. Quand il y a prise à 2, ressort la boule. Arrête quand tu es à gauche, parce que tu n'as même plus le petit hook à gauche. Monte tes mains droite à gauche pour te faire... Enfin, il faut que lui dire, fais des choses simples. Parce que, même si moi, j'arrive plus à croire en ce garçon, tellement j'ai l'impression j'ai jamais vu un mec régresser comme ça à son âge. Il faut que ce mec-là soit sur le terrain malgré tout. Parce qu'en face, t'as un Al Horford, qui est là, voilà, c'est l'anti-André Drummond. C'est l'anti-André Drummond. Mais mine de rien, Claxton, il souffre physiquement sur le vécu face à Al Horford et tout, et pourtant il est vaillant. Lui, au moins, il fait du cercle à cercle, il court et tout, mais il lui manque son vécu. Il faut que d'André Drummond, tu dis 17 minutes sur le terrain, c'est pas possible. Honnêtement, il faut que Drummond, ça soit du 25 minutes sur le terrain. C'est primordial, défensivement pour les Nets. Est-ce que tu relancerais Aldridge ou les Griffins? Moi, Aldridge, quand je l'ai vu être capable d'être au sacrifice sur sa fin de parcours aux Spurs, il peut mettre des pantons. Je sais pas, Nico, si tu as des infos. Je comprends pas pourquoi il joue pas. Je sais pas pourquoi il joue pas. Non, je sais pas. Il a quel âge? Il a 37 ans maintenant, quand même, Marcus. Ouais. Mais bon, il est revenu bien cette année, hein. Tu vois, le peu qu'on l'a vu. Son truc, donc je sais pas ce qu'il a, je sais pas. Franchement, j'ai aucune info sur lui. Et puis lui, comme Palimi, les uns les deux, là, parce qu'ils ont sorti de la rotation. Et puis Nico, là Marcus Aldridge, il a quand même cet énorme avantage, et tu es très bien placé pour le savoir, c'est que quand t'as Kyrie Irving et Kevin Durant, il y a des mecs qui sont obligés d'aller faire de donner de l'aide, donc ça crée des espaces. Et là Marcus Aldridge, il a pas besoin de beaucoup d'espace pour mettre des filoches. À tout moment du match. Et c'est important. Lui, il est bucket. Voilà, lui, il est bucket. Monsieur Bucket. Donc en tout cas, donc c'est pour ça, Tom, quand tu me dis ils ont zéro sur le banc, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, j'ai vu un super intérieur contre les Cavs, j'ai vu un intérieur nul contre, et je parle pas de Claxton, hein, contre eux, et c'est tout à fait André Drummond. Yvan, je te pose la question avant de se projeter un peu dans cette série. Est-ce que toi, tu penses, pourquoi pas, que André Drummond est la clé pour les Nets dans cette série? En l'absence de Robert Williams, je pensais, moi, vraiment que en plus, ils allaient plus jouer avec Drummond, faire des systèmes avec lui, parce que les Celtics, ça joue petit. Hormis Horford, je vois pas. Joue avec Tice. Avec Tice, il est un peu au large. Tice 20 minutes, Grant Williams 21 minutes. Voilà. Et alors Ford qui est tout le temps sur le terrain. Excellent, Grant Williams. Hier. Voilà. C'est ça. Lui, c'est une clé de la série, lui, Grant Williams. C'est très très bon dans l'impact. Lui et White, de toute façon, le banc, ils ont des meilleurs joueurs de rôle, Boston. Ouais, ça se tient absolument. Tout à l'heure, j'ai mis pour se projeter sur la suite de la série, pour voir où est-ce que vous en êtes, j'ai mis un sondage de 10 minutes dans le chat.
Il y a plus de 300 personnes qui ont répondu. 50-50. 50-50, j'ai vu passer. Ouais. 156, 156. La question, c'est qui va passer, hein. Brooklyn ou Boston, 50-50. Alors du coup, je te pose la question à toi, Yvan. Je sais pas si tu nous as dit pour quelle équipe tu étais, mais après ce match 1, avec, on verra les sanctions contre Kyrie, pour toi, qui va passer? Alors moi, je suis dans la même optique que toi, Tom. Du coup, je suis pour les Lakers. Donc bon, voilà. Mais moi, pour moi, c'est 4-2 Celtics. 4-2 Celtics. Ouais, Brooklyn. j'avais sur ma braquette, j'avais mis 4-2 pour moi. Parce que, comme j'ai dit juste avant, la défense des Celtics est tellement forte que, certes, il y a de très bons, enfin, que ce soit Kyrie ou Durant, on a du mal à parier sur un match avec eux. Mais je pense vraiment que Boston, s'ils continuent comme ça, ils peuvent passer les Nets facilement. Intéressant. Attends que je te dise ce que je pense. Le problème, c'est d'essayer de continuer comme ça. Moi, hier, la défense qu'ils font, elle est exceptionnelle. Battre Kyrie Irving et Kevin Durant, c'est très dur. Ils l'ont fait une fois. Il faut le faire 3 fois encore. Il faut le faire 3. Parce que pour moi, hier, Boston me fait une impression collective des deux côtés du terrain exceptionnelle. Vraiment, je me dis, waouh! Et pourtant, ils sont en 2 doigts de passer à la trappe. Ils doivent perdre, même. Pour moi, ils doivent perdre. Ils doivent passer à la trappe. Oui. Ils doivent passer à la trappe. Et les autres, je pense pas qu'ils fassent un bon match. Et le jus qu'a mis Grant Williams, vas-y, tous les 2 jours, tu vas devoir faire ça sur KD. Pareil pour Smart et tout. Comment ils vont encaisser de défendre sur des mutants que sont ces deux-là? Donc, maintenant, de l'autre côté, tu peux avoir l'autre lecture de se dire, attends, mais en fait, ils sont dans le match parce que Kyrie Irving, il prend un coup de chaud d'exception. Donc, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Moi, ce que je vois, c'est que... Tu regardes les stats, ils ont 4 mecs, avec Boston, 4 mètres à 40 minutes et 4 mètres à plus de 20 points. Ils ont alors Ford à 40 minutes à 20 points, 15 rebonds. Il va faire ça tout le temps. Voilà pourquoi, mais aussi, voilà, c'est ça, et voilà pourquoi Drummond, qui est quand même plus véloce, doit le faire courir, doit lui faire mal, doit lui faire provoquer des fautes. Moi, je vois une équipe à domicile qui est censée être favori faire un très bon match de deux côtés du terrain, Erwan. T'as raison de le dire. Ils ont 4 mecs à plus de 20 points. Ils gagnent au buzzer. Frérot, moi je trouve que les voyants sont ouverts pour les Nets. Hein. C'est le cas de dire. Ouais, c'est clair. Avec tout ce qu'on a dit pour les Nets, leurs problèmes intérieurs, le machin, il suffit juste qu'un mec soit largement meilleur à l'intérieur. Donc pour solidifier tellement de choses des deux côtés du terrain, au rebond, on l'a pas dit, mais ils se sont fait démonter au rebond. 43 rebonds pour Boston, 29 pour les Nets. Mais gros, elle est évidente, hein, l'upside pour les Nets. Sans Grant Williams, surtout. Sans Robert Williams. Sans Robert. Grant Williams, il était bel et bien là. Et c'est là. Ouais, sans Robert. Moi qui l'ai beaucoup taillé, je l'ai trouvé exceptionnel hier, Grant Williams. Il était très bon. Nico, toi, tu vois ça comment pour finir cette petite séquence, la suite de la série? Elle est dure à juger, cette série, quand même. Elle est dure parce que Boston est quand même en pleine bourre depuis 2 mois. Et puis quand t'as KD et Kyrie, voilà, c'est dur de voter contre eux. Donc, si ça va en 7, ça ne m'étonnerait pas. Mais après, Brooklyn, ils ont le talent quand même. Ils ont quand même le talent et j'ai du mal à les voir partir sur un KD sur un 9-25 qui est un peu se trouver sur 4 matchs encore. Je vois pas ça. C'est un job à plein temps. J'ai du mal à pas contre KD en fait. Bah ouais. Il y a Ragnar qui dit les Nets sans leur efficacité folle au tir, 60% donc 46% à 3 points, il n'y aurait pas eu de match. Absolument. Voilà comment nous allons conclure cette série. Je dis pas de bêtises, mais je crois que le match le dernier mot pour notre auditeur, je crois qu'il voulait rajouter un petit truc. Bah vas-y, Yvan, dis-nous tout. Dis-nous, Yvan. Non, c'est bon. Merci Yvan de m'avoir coupé. De toute façon, les gars. C'était juste, c'était impressionnant déjà de la première fois que je passe à l'antenne. Deuxième fois, Nico, c'est mon joueur préféré, donc du coup, c'est encore, ça me fait tout drôle. Et troisième chose, juste avant que je parte, du coup, on s'est tous réunis sur Twitter. Je pense que vous avez dû le voir avec la TBA. Donc, c'est un petit collectif avec plein de membres de Twitter, de fans de basket, et on fait des petits lives, donc voilà. Je fais ma petite promo, désolé. T'as bien fait. Donc allez voir ça sur serait avec Twitter. plaisir. Ça serait avec plaisir de vous avoir aussi avec nous un jour, pourquoi pas. Bah écoute, allez suivre TBA, hein, c'est bien ça, sur Twitter, pour et par les fans de basket. On aime dire ça comme ça. Merci Yvan de nous avoir appelé. Exactement. Plus tard, bonne soirée les gars. Juste pour finir, dans le chat, on demande, Nico, pour toi, Kyrie doit être suspendu ou pas? Il doit l'être, je sais pas, mais il va l'être, je pense. Little man. Coucou. Très bien. Tu penses qu'il le fera? Il a fait trop de choses. C'est un petit incident, d'accord, mais il en a fait trop.
Et entre les doigts d'honneur, ce qu'il dit dans le public pendant le match, ce qu'il dit après dans les dans des vestiaires. Que tu fais pleurer la ouais, oui, un match, je sais pas. Quand il fait les petits fucks derrière la tête, là, mais gros, c'est cata. Il a 12 ans et demi, quoi. C'est Sid Ahmed. Ah ouais, mais bon, il risque moins de choses. Bon, très bien. Voilà pour cette série, messieurs, entre Brooklyn et Boston. Donc, je vous le disais, le prochain match est dans 2 jours. On sera évidemment tous ensemble pour suivre ça.